Emmanuel Ostian, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de l'ESJ Paris. Est-ce que vous pourriez commencer par présenter rapidement votre école à nos auditeurs? Avec grand plaisir. C'est l'École supérieure de journalisme de Paris et la plus ancienne école de journalisme du monde, puisqu'elle a été créée il y a plus de 125 ans, en 1899. C'est donc une sorte de monument historique qui a été repris il y a quelques mois par un consortium d'actionnaires qui, je crois, est assez unique, en tout cas dans l'histoire de la formation journalistique en France, et qui aujourd'hui a de nouvelles et très grandes ambitions. Voilà. Alors ces ambitions, justement, quelles sont-elles? On va ensuite revenir plutôt sur l'aspect idéologique, parce que c'est quelque chose qu'on traite souvent sur Radio Courtoisie, la façon dont donc, cette idéologie ambiante plutôt gauchiste a tendance à imprégner nos grandes écoles. Vous, déjà, ce que vous proposez, c'est de vous dégager justement de je cherche mon mot, mais je l'aurai pas, je pense qu'il viendra pas. Il est Mais si, il 7h32, c'est encore viendra. trop tôt pour finir mes Il phrases. viendra c'est à un moment. Écoutez, nous, en tout cas, ce qu'on se propose, c'est de reconstruire une école d'excellence Mmh. en matière journalistique. Je pense que les Français, peut-être au-delà, sont unanimes à faire un constat qui est que les journalistes qui doivent être un outil de promotion de la santé démocratique sont aujourd'hui une corporation affaiblie à plusieurs titres. Alors, il y a sans doute l'aspect idéologique qui joue, mais il y a tout simplement la culture générale, il y a tout simplement le fait qu'il y ait beaucoup de trous dans la raquette sur les connaissances des uns et des autres, même tout simplement la maîtrise de la langue française, ce qui choque et heurte beaucoup de gens à juste titre. Et nous, on va reconstruire une formation qui, pour le coup, va accompagner des jeunes qui ont envie de faire ce magnifique métier que j'ai eu le plaisir d'exercer pendant 30 ans, qui ont envie de le faire, qui ont envie de le faire bien et qui ont envie d'être des partenaires de confiance fiables pour la population. Donc déjà, on reprend à la base, c'est-à-dire que on va avoir une école dans laquelle, et ça choque certains, on aura des cours d'économie, des cours de géopolitique, des cours de droit, des cours de français, Oui. des cours de J'allais français. vous interroger là-dessus, effectivement, c'est très rétrograde, mais ces fameux cours de français, aujourd'hui, dans les grandes écoles, il n'y en a plus. On considère que les élèves sont censés savoir à peu près bien écrire et si c'est pas le cas, de toute façon, on leur en tiendra pas rigueur. On va évaluer sur bien d'autres choses, alors que pourtant, ça fait quand même partie des fondamentaux, surtout en journalisme. Et oui, comment imaginer qu'un article est fiable quand le titre comporte une faute d'orthographe, par exemple? Enfin, je me mets à la place de n'importe quel lecteur. Comment croire ce que nous annonce un journaliste quand il y a des fautes de grammaire, des fautes de français, mais des fautes de culture générale basique. Donc oui, on va même, on va même contraindre, et là je mets des guillemets parce que je pense que c'est une très douce contrainte, tous les étudiants à lire chaque mois un livre. Alors un grand livre du journalisme ou de la littérature associée au journalisme ou des grands livres sociologiques, anthropologiques, qui sont des instruments de connaissance fondamentale de la vie en société. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et on constate qu'il y a chez de très nombreux journalistes, et c'est dommage, parce que encore une fois, ils ont un rôle qui est important au sein de la société, on constate qu'il y a, oui, des trous dans la raquette, pour employer un euphémisme. Mmh. Alors, quand vous avez donc repris l'ESJ, on a eu beaucoup d'articles qui titraient, donc par exemple au hasard, ESJ Paris, l'extrême droite s'offre une école et de futurs soldats de l'information. C'est un titre qui fait peur, vous allez Mm. entrer en guerre. Bah, finalement, peut-être que c'est ce que vous allez faire, mais que c'est pas si négatif que ça. Bah, on entre en guerre, par exemple, contre ce genre d'article, parce que ce genre d'article, alors que des gens ne nous aiment pas, ça fait partie du jeu, et j'allais dire, Oui. tant mieux, d'une Nous n'aimons certaine... pas tout le monde non plus, Nous n'aimons d'ailleurs. pas tout le monde non plus, enfin voilà. Mais que des gens qui se disent journalistes et ce type de titre réducteur, par exemple, c'est absolument affligeant. C'est-à-dire qu'on a constaté, moi j'ai constaté, moi qui suis complètement apolitique et qui suis engagé vraiment dans une formation d'excellence, j'ai constaté la puissance d'une forme de propagande. C'est-à-dire que je me suis rendu compte
qu'il y a des gens dont l'unique objectif allait être, par exemple, prenons un exemple, hein, puisque ce nom sera forcément prononcé, qui allait détacher un seul actionnaire des On va en 12, parler. des 12 actionnaires qui composent le tour de table, un actionnaire minoritaire, Vincent Bolloré, pour faire croire à tout le monde que l'école était rachetée par Vincent Bolloré. Ça, c'est grave, parce que ça, c'est l'inverse du journalisme, justement. Que des gens disent à un moment, voilà, nous avons 12 actionnaires. Nous avons Bernard Arnault, nous avons Rodolphe Saad, et nous avons les Dassault avec le Figaro, nous avons Banijé, nous avons le Télégramme de Brest, nous avons... Voilà. Et qu'ils les posent sur la table et que chacun ensuite ait le droit d'avoir des réflexions dessus, d'aimer, de ne pas aimer, d'adhérer, de se dire tiens, c'est formidable. Derrière, il y a 80 rédactions intéressantes. Ça, c'est du journalisme. Dire à un moment, enfin, voilà, ce titre qui est tellement grotesque. L'extrême droite s'achète une école, j'ai lu, pour former des petits soldats du capitalisme. Mais c'est d'une telle absurdité que oui, bah, par exemple, on va lutter contre ce genre de choses. Mmh. Ce qui paraît finalement une démarche assez honnête. Vous avez évoqué le nom de Vincent Bolloré. Est-ce qu'aujourd'hui, les attaques médiatiques qu'a subi l'école, donc l'ESJ Paris, est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que finalement, c'était des attaques qui visaient Vincent Bolloré? On sait qu'actuellement, il se retrouve au milieu de tout un tas de polémiques qui d'ailleurs n'en sont pas, qui sont montées précisément pour l'attaquer. On a la même chose vis-à-vis de Monsieur Stérin. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment l'école qui a été attaquée ou bien est-ce qu'on essaie simplement par effet de ricochet, d'atteindre ces actionnaires et ces personnalités qui aujourd'hui font trembler un peu la gauche? Ouais. Alors très clairement, c'était, comme vous le dites, par effet de ricochet, des attaques contre Vincent Bolloré et son groupe. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir qu'il y a eu des attaques très massives au départ, et puis qui étaient des attaques d'ailleurs d'a priori, parce qu'on n'avait même pas eu le temps de présenter le début du commencement d'un programme, et depuis, on n'en a plus. Donc, c'est étonnant de voir le déplacement des attaques en fonction de ce qui se passe, tout simplement parce qu'on n'a pas prêté le flanc à la critique d'aucune façon que ce soit, et donc on n'est plus attaqué en ce moment. Ça reviendra sans doute, hein. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de saisonnier dans ce type de choses. Peut-être quand les gens découvriront qu'on fait du bon boulot. Parce que moi, je crois qu'en arrière-fond, il y a surtout cette crainte-là, c'est-à-dire que l'ESJ redevienne un acteur absolument majeur de la formation journalistique, fasse du bon boulot, forme de bons journalistes. Alors ça, il y en a évidemment qui s'en inquiètent un petit peu, découvrent que nous avons de nouveaux locaux qui sont un outil de travail formidable, avec un magnifique studio, etc. Là, je crois qu'à un moment, il y aura à la fois un mélange d'idéologie, de se dire nous ne les aimons pas a priori, voilà, Mmh. nous ne les aimons pas a priori, et en plus, zut, ils vont faire du bon boulot, ils vont former de bons journalistes, tandis que nous, bah, de temps en temps, on propose au marché des touristes gentils ou des militants déguisés en journalistes. Voilà. Donc je pense que tout ça s'entremêle d'une Oui, certaine façon. il y aura un fond de jalousie. On peut parler de votre conseil pédagogique, puisque quand vous dites que vous allez offrir une formation d'excellence, je pense que là, on a quelques noms qui viennent appuyer ce propos. J'en cite quelques-uns. On a l'essayiste Olivier Babot, qu'on a déjà reçu. Il y a beaucoup de noms qu'on a déjà reçus, donc forcément, Ça ne je m'étonne vais vous pas. dire que c'est un Ouais. très bon choix. Mais on a Rémi Brague, le philosophe, on a Sonia Mabrouk. Ça, c'est des noms qui vont faire plaisir aussi aux étudiants qui se cherchent une école. Comment est-ce que vous avez choisi ces profils? Et surtout, pourquoi sont-ils engagés? On imagine qu'ils ont pu, à un moment donné, se dire: «Tiens, est-ce que je vais m'engager derrière l'ESJ?» sachant qu'effectivement, il y aurait probablement ces attaques, derrière. Oui, alors je pense qu'ils ont le cuir épais, donc voilà. En revanche, ils croient tous à ce projet, tous, quel que soit leur poste d'ailleurs, parce qu'on aurait pu citer l'excellent Guillaume Roquette Mmh. du Figaro, on pourrait parler d'Hubert Coudurier du Télégramme de Brest, très important aussi d'avoir la presse quotidienne régionale avec nous, de François Dorcival, ouais. François Dorcival, enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce sont de grands esprits qui se réunissent, qui portent un regard bienveillant, intelligent et structuré sur la démarche que l'on a engagée, qui est une démarche de refondation d'une formation journalistique, et qui tous ont eu une réflexion extraordinairement moderne. Voilà. Et ça, c'est formidable de dire il faut
redonner, par exemple, des langues étrangères, pas seulement l'anglais, des langues étrangères, parce que réfléchir dans une langue autre que la sienne est une façon de mieux réfléchir aussi. Et il y a eu comme ça la géographie. Mmh. Un moment, dans ce comité pédagogique, on s'est rendu compte, j'en avais presque honte, qu'on avait oublié de mettre à l'honneur cette matière absolument fondamentale qui est la géographie et qui est indispensable pour comprendre aujourd'hui la vie en société. Enfin, je ne vais pas vous parler de Jérôme Fourquet ou autre, mais ce sont des matières qui sont aujourd'hui fondamentales. Et donc, ce comité pédagogique, c'est une sorte d'ange gardien de réflexion qui est intraitable, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne nous donne pas quitus sur ce que l'on lance. Ils nous critiquent gentiment, mais ils le font avec beaucoup de bienveillance et ça nous permet, je crois, d'affiner le cadre qu'on propose à partir de la rentrée. Mmh. Et qui va être un cadre très solide, hein, parce qu'il ne s'agit pas de gens qui sont nés de la dernière pluie et ils ont tous une connaissance fine du monde médiatique dans lequel on vit aujourd'hui et peut-être des efforts qu'il faut faire pour tenter de l'améliorer un petit peu. Quand on considère aujourd'hui, les, grandes écoles françaises, on peut parler de Sciences Po, mais aussi des autres écoles de journalisme, de communication. Je suis passée par là, donc vraiment je pourrais témoigner. Il y a quelque chose de frappant, c'est cette idée, qu'ont les professeurs, le conseil pédagogique et donc plus largement, toute cette, ces équipes d'enseignants, qui partent du principe que le cerveau de l'élève est un cerveau, à modeler selon, l'idéologie qu'on veut proposer, les méthodes de travail qu'on veut imposer pour la suite et que finalement proposer une alternative ce serait de l'endoctrinement. Vous, ce que vous proposez avec votre école, c'est aussi la possibilité à des élèves qui en fait considèrent qu'ils valent mieux que ça, qu'ils ont déjà une pensée, qu'ils ont déjà une sensibilité, de pouvoir trouver un lieu où ils vont pouvoir développer cette curiosité, cette matière intellectuelle sans être soumis à un espèce de formatage énorme. Vous offrez en fait une bouffée d'air frais à énormément d'étudiants français qui se détournaient des grandes écoles. On offre en tout cas un espace de liberté, un espace de débat et un espace d'esprit critique. Mm. L'esprit critique, le débat, ce sont des choses qui, dans cette polarisation de la société, commencent à être un petit peu oubliées. Donc, nous, on va permettre à des gens qui pensent différemment de se réunir et de se respecter et de s'apporter sans doute mutuellement. Je vais vous donner un exemple. Chaque semaine, on aura 2 heures de ce qu'on a appelé, de façon un petit peu pompeuse, une disputatio à la façon d'Aristote, c'est-à-dire des groupes d'étudiants qui prépareront, mais de façon extrêmement étayée et solide, un argumentaire, un contre-argumentaire sur des grands sujets d'actualité. On va faire le procès de l'intelligence artificielle, Mm. par exemple, telle semaine, le procès de je ne sais quoi. Ça permettra de réfléchir en commun. Moi, ce qui m'effraie, littéralement, c'est de voir que dans certaines formations, certaines personnes n'ont plus le droit de penser ce qu'elles pensent, Et c'est ce que j'ai, il y a un de véritable le dire. harcèlement. Voilà. Harcèlement de facto, Ouais. je ne sais pas quelle forme il peut prendre, mais lorsque je vois des candidats à l'ESJ, on en a heureusement beaucoup, on a reçu pratiquement 450 candidatures en quelques semaines, ce qui est énorme, je m'en réjouis. Euh, Quand j'entends certains candidats, ils me disent, je viens chez vous, non pas pour, je reprends les titres que vous avez mentionnés Mm. tout à l'heure, non pas pour venir dans une école de droite ou de je ne sais quoi, je viens chez vous parce que je sais que je pourrais parler. Je sais que s'il y a en face quelqu'un, que sais-je, du centre, de la gauche, etc., on pourra discuter. Et en effet, moi j'en serai le garant, on en sera tous les garants d'ailleurs, on pourra discuter. Et c'est ça qui permet de réfléchir, s'enfermer dans une pensée monolithique, monochrome, etc., ne permet pas de réfléchir. Et ça donne ensuite, c'est terrible dans notre profession, qui est une profession qui doit précisément maîtriser l'art de la nuance. Moi, j'ai été reporter pendant une vingtaine d'années. La réalité est toujours infiniment plus complexe que les fantasmes idéologiques qu'on veut projeter dessus. Mm. Comment un jeune pourrait-il réfléchir si à un moment il n'a pas été confronté à une autre idée? Et on le voit, c'est aussi l'effet délétère des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent plus, qui restent dans une espèce de bulle intellectuelle, de bulle parfois militante, et qui ne peuvent plus accepter qu'il y ait une autre idée que la leur. Donc nous, on va à minima faire en sorte que toutes les idées soient posées sur la table. Encore une fois,
le journalisme, et moi je le dis à chaque fois aux étudiants, c'est un métier très noble d'artisan, d'ouvrier. Notre métier, c'est de rapporter des faits Mmh. et c'est de confronter des idées. Le public, au sens large, est ensuite largement assez intelligent pour se faire une idée. Mais quand on rapporte plus les faits et quand on ne rapporte plus qu'une expression fantasmée de ce que l'on croit voir, et d'ailleurs souvent derrière un écran, eh ben, comment les gens pourraient-ils se faire une idée à peu près normale de la situation? Ah oui. C'est d'ailleurs Delphine Ernotte elle-même qui disait que donc elle avait à cœur de proposer, via France TV non pas, des contenus qui reflétaient la réalité de la France, mais ce qu'elle voudrait que soit la France. C'est quand même, inquiétant d'entendre ça. Je ne sais pas si elle l'a dit exactement de cette C'était fa quasiment j'ai pas la d'accord. citation sur les yeux, Bon. mais c'est quasiment mot pour mot, c'était la phrase et il y a eu une grosse polémique autour de ça. Ouais, ouais, bah, c'est inquiétant effectivement de voir que, certaines personnes, alors Delphine Ernotte Mmh. est à un poste politique, elle n'est pas journaliste, mais en tout cas quand des journalistes réfléchissent de cette façon-là et se disent: «Bah, moi j'ai quelque chose à enseigner», enfin j'ai oui, plus qu'à enseigner d'ailleurs, à dicter, Bah oui. au peuple. Bon, on bascule dans quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. Et ça, pour le coup, l'histoire avec un grand H nous l'a bien enseigné. Donc, ce serait dommage. On a la chance, pour le coup, et là, c'est le témoignage de l'ancien grand reporter qui a passé une vingtaine de sa vie à couvrir essentiellement des conflits et qui s'est donc retrouvé par définition très souvent dans des dictatures. On a la chance d'avoir en France, on se plaint, on grognasse, c'est très français, mais d'avoir une presse qui reflète malgré tout la variété des opinions, des cultures et des pensées. Bon, conservons-la, Ouais. renforçons-la, renforçons-la. Voilà. Nous, si on doit le résumer, on sera, je crois, un outil de renforcement de la pluralité et en tout cas, on sera un outil aussi, parce que c'est important, de renforcement de la culture générale des journalistes. On ne peut pas avoir des gens qui sont dans des postes, même si le milieu journalistique, et tout le monde le sait, est aujourd'hui très difficile d'un point de vue économique, on ne peut pas avoir des gens dans des postes qui n'ont pas la culture nécessaire pour relayer fidèlement ensuite les faits à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs ou à leurs lecteurs. Mmh. Emmanuel Ossian, on reste avec vous encore quelques minutes. J'annonce la suite du programme aux auditeurs qui nous suivent. Dans quelques instants, donc, on retrouvera Mériadec Raffray pour parler de Trump qui se retrouve face au Congrès avec potentiellement donc, une victoire politique à la clé. C'est un entretien qui sera mené par Richard de Sèze. Pour le moment, on continue à parler donc, de ces grandes écoles. Plus précisément de l'ESJ Paris, c'est avec donc le directeur général de l'ESJ, Emmanuel Ostian. Vous nous avez expliqué, Emmanuel Ostian, que vous aviez eu plus de 400 candidatures pour rejoindre votre établissement. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être du profil des élèves que vous recevez? Puisque donc effectivement, quand on lit la presse, on a cette idée selon laquelle vous recevez des soldats Ah d'extrême oui, pas du tout, droite. ouais. Voilà. Ah oui, non, alors ça, c'est complètement absurde. On a, et je m'en réjouis, des profils d'élèves qui sont à la fois excellents sur le plan universitaire. Moi, je suis frappé du nombre de jeunes qui ont eu bac mention très bien, qui ont fait double licence, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait des formations qui se démarquent, qui sont excellentes. Ça ne suffit pas. Mmh. C'est bien, c'est un magnifique socle, mais qui sont aussi depuis longtemps des jeunes engagés, dont on sent qu'ils ont envie de pratiquer ce métier, qui sont engagés dans un journal lycéen, qui ont fait des stages, qui sont allés dans des radios locales et qui veulent vraiment faire ce métier. Et beaucoup me disent: «Ah ben moi j'habite dans la Sarthe, ben moi je suis en Saône-et-Loire, ah ben moi je» et puis ben, pour moi ça m'a toujours semblé complètement inaccessible d'arriver, de venir dans une école parisienne, alors que je viens, parfois, c'est pas le cas de tout le monde, d'un milieu un peu conservateur et cetera. Ça me fait plaisir Mmh. de voir ces jeunes qui se disent: «Je vais pouvoir venir exercer un métier qui me fait rêver et pour lequel je n'ai plus de barrières immédiates», d'ailleurs, peut-être parfois qui tiennent de certains préjugés. Donc, il y en a vraiment beaucoup qui sont dans ce cas. Et moi, je passe des moments formidables parce que là, je mène des entretiens à raison de quinzaine ou une vingtaine par semaine. Et à chaque fois, je passe des moments formidables. Je découvre une jeunesse Mmh. qui
m'oblige à ne surtout pas être un vieux con, une jeunesse qui, au contraire, a envie de s'engager. Alors pour l'instant, on a énormément de profils qui veulent rentrer dans notre niveau master, master 1, master 2, et on attend, moi je les attends avec impatience, des plus jeunes, parce qu'on a aussi un bachelor, c'est-à-dire bac plus 1, Mmh. 2, 3, et ces plus jeunes, alors eux, traditionnellement, ils viennent un petit peu plus tard parce qu'ils attendent la fin des résultats de Parcoursup. Et j'ai aussi, oui, j'ai hâte. J'ai hâte que ces profils-là arrivent, plus jeunes, à qui d'ailleurs on va proposer beaucoup plus de matières fondamentales parce que eux, ils seront, quand on est juste post-bac, on n'est pas encore à l'heure de la professionnalisation. Il y aura une moitié de journalisme et puis une moitié de cours, alors qui, je pense, seront vraiment passionnants, de géopolitique, d'économie, de droit, etc., Mmh. d'histoire des idées, de français, De français. de Bah, français, c'est des produits du de baccalauréat français, langue. donc on sait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes à ce niveau-là aussi, malheureusement. Alors, on tâchera de les Mmh. corriger un petit peu. Et voilà. Donc, on a des bons profils, mais alors, qui sont certainement pas des profils justement monolithiques. On a vraiment de tout. Et c'est assez satisfaisant Mais de voir que cette petite impulsion, cette petite étincelle pour l'instant, puis j'espère qu'elle grandira au fil du temps, commence à porter ses fruits. Ouais. C'est très agréable. dans les grandes écoles comme Sciences Po, HEC, le NS, il y a ce qu'on appelle désormais donc la discrimination positive, qui peut donc se dérouler sous différentes formes tout au long du processus éducatif, mais aussi même dès l'entrée de l'école, en fait, on va réserver certaines places selon les profils. Qu'est-ce que vous pensez de cette discrimination positive, Emmanuel Ostian? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez vous-même pratiquer? Alors, à compter du moment où elle n'est pas excessive, elle peut être bonne, même si la terminologie me gêne. Mais tout ce qui est excessif est ensuite insignifiant, Mm. bien entendu. Quand c'est une façon intelligente, pragmatique, de rétablir une forme d'injustice au départ, moi ça me va parfaitement, bien sûr. On s'apprête à intégrer des jeunes en situation de handicap, des jeunes qui viennent de milieux sociaux qui sont très éloignés d'autres jeunes qui vivent dans l'Ouest parisien, par Mm. exemple. Donc ça, c'est bien. Quand ça devient l'inverse, c'est-à-dire quand ça devient quasiment un frein pour ceux euh, pardon, qui n'ont pas, enfin voilà, qui viennent d'un milieu qui est sans problème, non, là, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de primes inversées d'une certaine façon. Et parfois, ça me donne l'impression que c'est le cas. Mm. Qu'une ultra-minorité doit être non pas respectée, ça c'est parfaitement normal, mais sacralisée. Ouais. Et quand une ultra-minorité devient sacralisée, qu'elle, certaine façon, qu'elle se complaît dans une posture d'offensée à qui on doit tout parce que elle est, ou en tout cas elle se ressent comme discriminée, là ça va pas. Non, Mm. c'est sûr. La justesse et la justice, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment, je crois, fondamental. Mmh. On voit qu'il y a la question, philosophique, qui guide quand même les décisions, de votre école. Effectivement, c'est plutôt, élever, certains élèves plutôt que finalement d'en sanctionner d'autres, juste parce qu'en fait, ils sont nés, au trop bon endroit finalement. Emmanuel, Ostian, concernant les professeurs, aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi une énorme pression sur le corps enseignant. On a reçu, il y a quelques semaines, Fabrice Balanche, on le sait, donc qui a été, harcelé pour le coup par des élèves dans son université de Lyon. Vous allez, on imagine aussi, reproposer un rapport élève-professeur qui se retrouve de moins en moins par ailleurs dans les grandes écoles et plus largement en fait dans tout le système éducatif français. Oui, alors, d'abord, on a la chance d'avoir déjà de très bons enseignants. Il va y en avoir plus, tout simplement parce qu'il va y avoir plus de cours. Il va y avoir des grands universitaires qui vont venir, en plus des journalistes qui viennent donner des cours. Et vous avez raison de dire que on va, je crois, essayer de rétablir un rapport. Alors, je n'ose pas dire maître-élève, mais
Mais vous pourriez. Mais je pourrais le dire parce qu'il y a une forme de noblesse là-dedans. En tout cas, un respect de celui qui vient enseigner, qui est fondamental. Et effectivement, quand je vois certains comportements, je tombe de ma chaise, littéralement. C'est-à-dire que si on ne respecte pas celui qui vient transmettre, ça veut dire qu'on refuse la transmission. Ça veut dire il y a quelque chose de narcissique là-dedans. Il y a quelque chose de narcissique. Ça veut dire qu'on pense déjà savoir. Et ce qu'un jeune journaliste doit éviter à tout prix, c'est de penser déjà savoir. Parce que dans ce cas, il ne sera ouvert à rien. Donc, oui, il y aura, mais je vous prie de croire qu'il y a d'assez fortes personnalités et de grands esprits qui vont venir enseigner. Je pense que naturellement, ils imposeront une forme de respect. Et puis, il est hors de question qu'on intègre des gens qui, par nature, ne sont pas respectueux. Je voyais une vidéo hier d'un jeune qui bugle sa haine en Master 2, qui bugle sa haine contre sa directrice de mémoire, avec des mots d'une brutalité absolument inouïe. Enfin, mais comment peut-on imaginer qu'il ait appris quelque chose ? Comment peut-on l'imaginer ? Dans un master je crois, en plus de littérature, donc, ou de lettres. Donc non, oui, il y aura cette dimension-là, mais parce qu'elle est fondamentale pour l'apprentissage. Il nous reste encore quelques minutes. Emmanuel Ostian, l'une des questions qui préoccupe le plus les élèves français, donc post-bac désormais, c'est la façon dont ils vont s'insérer ensuite dans le monde professionnel. Quand on intègre une école comme l'ESJ et qu'on voit par ailleurs dans la presse qu'aujourd'hui, donc, c'est l'école de l'extrême droite, ça pourrait faire peur à certains qui vont se dire très bien, mais est-ce que je pourrais intégrer les rédactions que je souhaite une fois mon diplôme en poche ? Est-ce que ça ne va pas tout de suite me mettre dans une certaine catégorie qui pourrait être pénalisante pour la suite, vu la société dans laquelle on vit ? Heureusement, les candidats sont plus intelligents que les titres qui peuvent parfois survoler, parce que quand ils analysent les choses, ils se rendent compte que derrière l'actionnariat, il y a 80 rédactions, alors qui sont vraiment loin d'être extrémistes, qui représentent à peu près toute la galaxie aujourd'hui de la presse, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle, et ils se rendent compte que il n'y aura pas de favoritisme, on ne claquera pas dans les doigts pour placer nos étudiants ou nos apprentis dans telle ou telle rédaction, mais ces rédactions savent que si on offre une bonne formation, elles auront des jeunes journalistes compétents. Et ensuite, vous savez, alors c'est peut-être parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier et que j'ai vu la façon dont ça se passait. J'ai longtemps enseigné dans d'autres écoles, remarquables par ailleurs. À partir du moment où la formation sera bonne, toutes les rédactions, je crois, sauf celles qui vraiment veulent montrer que non, elles refusent absolument l'ESJ, mais je pense que là, on parle de 2 ou 3 rédactions peut-être dans le pays, pour des raisons là purement idéologiques. Les autres rédactions se diront, voilà, on va aller chercher un bon journaliste, parce qu'encore une fois, il faut dépolitiser ce débat d'une certaine façon. On va former de bons journalistes, on va certainement pas former des petits soldats. Voilà. Et on finit sur ces bonnes paroles. Emmanuel Ostian, merci d'avoir présenté votre école qui effectivement apporte une bouffée d'air frais au milieu de ces grandes écoles, surtout donc écoles de journalisme qui ont tendance à faire peser un peu ce poids idéologique sur leurs élèves et leurs professeurs. Donc, chers auditeurs, si ça vous intéresse vous-même, vos enfants, vos petits-enfants, vous pouvez appeler la radio, on vous mettra en relation. Vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'ESJ, évidemment. Merci beaucoup Emmanuel Ostian d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes donc directeur général de l'ESJ Paris. Bon courage dans cette belle mission qu'est l'enseignement. Non, c'est pas du courage, c'est du plaisir. Et beaucoup de bonheur. Bon plaisir, alors, voilà. Beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À Merci. bientôt.